Et dans cet épisode, je reçois Maxime, qui est un entrepreneur qui lui-même accompagne des entrepreneurs dans leurs débuts. Après de belles années avec The Family, il crée The Quest avec 5 associés en 2020. The Quest, c'est le premier centre de formation pour les entrepreneurs. Il les aide en leur donnant 150 000 € pour qu'ils montent leur projet en 12 mois. À travers ce podcast, il nous partage tout son parcours entrepreneurial, notamment avec la revente d'une boîte, sa vision du monde de l'entrepreneuriat, de l'évolution des technologies et surtout plein de conseils pour réussir quand on débute dans l'entrepreneuriat. Et je tiens bien sûr à remercier Blanc qui m'accompagne comme toujours dans cette belle aventure. Je vous laisse avec l'interview. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Maxime. Merci Maxime d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Oui, je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 28 ans. J'ai toujours créé depuis, je crois, l'âge de 15 ans, 16 ans. Au début, c'était des chansons, après un groupe de rock. J'ai toujours écrit. J'ai écrit un livre quand j'avais 16 ans, tout seul dans ma chambre. Personne ne sait forcément ça. À part moi, personne ne l'a lu. J'ai pas eu le courage de le publier à l'époque. Et après, j'ai créé avec Internet. Donc, j'ai créé une équipe de copains gamers sur Guild Wars. Et après, j'ai créé une association étudiante qui organisait des soirées et des voyages pour les étudiants de mon école, de l'UT Paris-Descartes. Et j'ai fini par créer des projets sur Internet, des sites web, des applications, maintenant des startups, des choses un peu plus ambitieuses. Mais je dirais que ce qui me définit, c'est la création et la créativité. En tout cas, c'est ce que j'aime. Et mon métier maintenant, c'est de le faire tous les ans avec 10 jeunes qui veulent arrêter l'école, en tout cas le parcours traditionnel, et qui nous rejoignent avec moi et The Quest, et qui on crée des sociétés très 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 différentes avec eux. Et ce qui me passionne, c'est plus vraiment la création, c'est d'arriver à sublimer les autres pour le projet qui sera peut-être leur projet mission de vie, sur lequel ils vont se donner 10, 20, 30 ans, et sur lequel ils peuvent écrire une très très belle histoire, si possible légendaire. Voilà. Génial. On va y revenir dans la deuxième partie sur The Quest. J'ai plein de questions, notamment sur comment tu fais pour avoir autant de créativité, etc. Je suis sûr qu'on a plein d'éléments de réponse. En tout cas, les entrepreneurs qui nous écoutent vont adorer, je pense, ton parcours et ce que tu vas nous raconter. Si on revient par contre quelques mois, quelques années en arrière, ouais, c'est plutôt quelques années même en arrière, dans ta période collège, lycée, est-ce que tu peux nous parler de quel élève t'étais, quelle enfance tu as vécu avec tes parents? Collège, lycée. Alors au collège, j'étais très timide, très maigre, plutôt associable, pas beaucoup d'amis, que des amis filles, pas très heureux. Et j'ai décidé vers la fin du collège de changer. J'ai fait du rugby, je me suis musclé un peu, je me suis trouvé des amis garçons. J'avais envie d'être plus heureux. Donc j'ai enclenché pas mal de choses dans ma vie pour être plus heureux. Enfance avant, pour le coup, une enfance assez heureuse, plutôt sauvage. J'avais des parents qui ont divorcé très tôt, quand j'avais 1 ou 2 ans. Et au lycée, après, pour le coup, beaucoup plus sociable, beaucoup plus d'amis, beaucoup plus heureux. Et ce que peut-être qui était intéressant, mais que je peux raconter pour les auditeurs, c'est j'ai toujours créé en secret. Donc j'avais, tu vois, un compte Twitter secret, et j'écrivais des chansons en secret. J'ai déjà écrit un roman en secret. Et je trouve que c'est... Ouais. T'avais peur de l'assumer? Ouais, je pense que je voyais bien que tout le monde... Je pensais, en tout cas, j'avais l'intuition que tout le monde ne le faisait pas. Ouais. Et donc, j'avais peur d'être encore plus différent que ce que je n'imaginais l'être. Alors, j'étais pas si différent que ça. Mais je sais pas, j'avais peur d'être perçu comme encore plus bizarre. Mais c'est plutôt le regard des autres, la pression qui te faisait peur de... Non, plus le peur de se dévoiler à cœur ouvert. Sur qui t'étais vraiment. Ouais, Ok. je préférais garder ce petit jardin secret pour moi à cette période-là. Ok. Alors que maintenant, tu dévoiles, j'ai envie de dire, un peu tout sur les réseaux, Ouais. tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, Ouais. en tout cas. Et c'est quelque chose que tu as totalement gommé, finalement. Ouais. J'ai compris surtout que ce qui était intéressant dans les projets, pour la majorité des projets, c'est de les dévoiler au monde et d'en faire bénéficier. J'aurais toujours ce regret de me dire que peut-être que ce livre, si je l'avais publié à 16 ans, peut-être qu'il aurait été publié, peut-être qu'il aurait été lu, peut-être qu'il aurait marché. Tu aurais eu des retours positifs, tu aurais eu des retours même potentiellement négatifs, mais tu aurais eu des retours sur ton travail. C'est ça, okay. Pour peut-être m'améliorer. Et c'est des choses que j'ai pas faites. T'avais pas cette vision-là à ce moment-là? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. T'avais l'ambition de faire quoi après, quand t'étais dans cette période-là, collège, lycée? Alors, comme métier, comme... Ouais.
À la base, je voulais devenir journaliste. C'est pour ça que j'avais un compte Twitter caché, Ouais. c'est que je suivais beaucoup de journalistes, d'éditorialistes, de chroniqueurs. Et c'est comme ça que je suis rentré en fait dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est parce que je voulais devenir journaliste, mais j'étais pas très bon en français, niveau orthographe, grammaire. Et puis quand je me suis renseigné, j'ai remarqué que ça allait être compliqué d'un point de vue conjoncturel pour le métier de journaliste, et qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Donc naturellement, je me suis dit, allez, allons du côté du journalisme où il y a le plus de chances de percer. J'ai vu le journaliste web qui était en train d'émerger. Et en fait, en rentrant dans le journalisme web, j'ai commencé à suivre des journalistes web qui se concentraient sur les sujets tech startup. Et c'est comme ça que j'ai découvert les entrepreneurs. Des médias à l'époque, c'était French Web, le Ouais. journal du net. Et en fait, je me suis rendu compte que je trouvais beaucoup plus intéressant les entrepreneurs et que c'était ce que je voulais faire. Ok, donc tu avais déjà cette ambition-là d'être entrepreneur potentiellement, après la journalisme. Je l'ai eu à 18 ans. J'ai switché à 18 ans. Ok, À 17-18 ans, j'ai switché, ouais. ok. Et c'est quoi? Tu as eu un mentor? Tu as eu quelqu'un qui t'a donné envie de devenir entrepreneur? Non, vraiment, moi, je lisais French Web et Journal du Net. Et j'étais abreuvé par les entrepreneurs qui levaient des fonds, machin, etc. Mm. Et C'était commun? Tes parents étaient entrepreneurs potentiellement? Non. Ou même pas du non, tout? non. Mon père était commercial à cette époque-là. Ma mère, professeur des écoles. Sa mère, professeur des écoles. Ok. Par la suite, mon père est devenu entrepreneur. Il a une petite société de distribution de cosmétiques. Ils sont 2-3 dans la société. Mais à ce moment-là, il ne l'était pas. Ok. Et t'avais quoi comme rapport avec l'argent? L'argent, c'était plutôt tabou. Moi, je viens de Normandie. Et en Normandie, on est déjà assez pudique, mais on a un rapport à l'argent qui est très franco-français. Hein. L'argent, c'est plutôt mal. Non, on parlait pas trop d'argent. Et pour moi, et ça l'est toujours pas, ça n'a jamais été une grande source de motivation. C'est peut-être pour ça que je suis pas très riche aujourd'hui. Pas encore assez, en tout cas. Mais j'ai pas ce vice de l'argent, non. Ok. Tu penses pas à ça plutôt au début dans tes projets, tu penses vraiment plutôt au projet en lui-même? Moi, ce que j'aimais, c'était la créativité. Ce que je voyais chez les entrepreneurs, je me disais, eux, tous les jours, ils se lèvent et ils créent une nouvelle chose. Que ce soit un nouveau produit, une nouvelle division dans leurs équipes, un nouveau sous-projet. Je me suis dit, c'est des gens qui prennent des feuilles blanches tous les jours et qui créent quelque chose. Et moi, j'avais beaucoup dessiné à l'école maternelle primaire. Après, j'avais plus écrit. Ensuite, écrit des chansons. Et j'aime bien créer, en fait. J'aime bien cette dynamique de partir d'une feuille blanche, avoir une idée en tête et essayer de la transposer le plus fidèlement sur papier. Donc tu Dans le réel. as retransmis en fait cette idée de créativité-là au monde de l'entrepreneuriat. Enfin, tu l'as retrouvée finalement à ce moment-là. Ouais. Et tu choisis de faire quoi comme études supérieures par rapport à ça? Alors, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que à 17 ans, finalement, je me rends compte que je vais pas faire journaliste. Et du coup, je dois un peu trouver une porte de secours. Et dans mon lycée, on ne s'intéressait qu'à ceux qui voulaient faire des prépas. J'étais dans un lycée plutôt élitiste, dans le 92. Et donc, tous mes copains visaient des prépas, donc j'allais visiter les prépas avec eux. Et en fait, en visitant les prépas, je me suis rendu compte que j'allais tenir 6 mois et que j'allais me faire sortir parce que j'avais pas non plus le niveau en maths. Et donc, il m'est arrivé une histoire qui a changé ma vie. C'est que mon lycée nous a obligés à aller à un amphithéâtre d'orientation scolaire. Et dans cet amphithéâtre, il y a une dame qui présente un camembert en disant, voilà, il y en a un quart qui va en prépa, un quart en université, un quart en école de commerce et ingénieur privé. Et le dernier quart, il ne la présente pas. Et sur le dernier quart, il était coupé en deux, c'était IUT et BTS. Et moi, je trouve trop bizarre qu'il ne présente pas le dernier quart. Et donc, je rentre chez moi, Google. J'étais assez nerd à l'époque déjà. Et je me renseigne, je fais BTS, non, c'est pas pour moi. Et là, je vois IUT, et là, c'est une révélation. Ça le présente comme une formation gratuite. J'avais pas d'argent et mes parents non plus, donc je me suis dit, ok, il faut quelque chose de gratuit. C'est parfait. Ouais. Je savais que j'avais besoin d'un cadre et que l'université, ça fonctionnerait pas. Et l'IUT était présenté comme un mix entre prépa, école de commerce et université. Donc c'était 2 ans intensifs, moitié de cours théoriques, donc mathématiques, philosophie, etc. Et moitié professionnalisant, donc négociation, marketing, etc. Et que c'était des classes de 30 personnes. Donc c'était le cadre, moi, que je voulais. Et je me suis dit, let's go. Et en fait, j'enlevais tous mes vœux APB et j'ai mis que l'IUT Paris Descartes à ce moment-là. J'ai tout enlevé, toutes les prépas. Alors, avant, évidemment, je suis arrivé avec ma mère, j'avais un long dossier avec un PowerPoint. Voilà pourquoi il ne faut pas faire de prépa et pourquoi l'IUT c'est fait pour moi. Et donc, je lui ai dit, voilà, je vais faire l'IUT Paris Descartes, je mets ça. Je pensais que j'avais plutôt le dossier pour l'avoir. Et je l'ai eu au 2e tour à l'époque, ça s'appelait APB, maintenant ça s'appelle Parcoursup. Parcoursup, exactement. Ok, ça marche. Et tu rentres du coup dans cette IUT-là, donc IUT de 2 ans. Comment ça se passe? Très très bien, je m'y plais grave. L'IUT Paris Descartes, c'est une école incroyable parce que c'est une des rares écoles qui n'est pas construite en silo. C'est-à-dire que c'est un bâtiment de 2000 personnes
je crois, 6 étages. Et il y a un étage, c'est commerce, un étage, c'est compta, un étage, c'était informatique, un étage, journalisme, et un étage social, et le dernier étage, data. Et en fait, tu te faisais des copains qui avaient pas du tout les mêmes passions, ni qui allaient avoir le même métier que toi. Donc aujourd'hui, j'ai des copains qui sont data scientists, informaticiens, journalistes, comptables, etc. Que tu as rencontré là-bas. Ouais. Et en plus de ça, plus que pluridisciplinaire et pas en silo, c'est-à-dire que on comprenait la diversité des parcours et des compétences. C'était une école de la diversité aussi culturelle et en fait, du coup, moi, j'ai toujours aimé ce truc-là de rencontrer des gens très différents. Et là, pour le coup, j'ai rencontré des gens différents. Et même en termes de niveau de vie, tu vois, il y avait des très riches et des plutôt pauvres. Et ça, Ok. c'était très intéressant. Ça marche. Et du coup, tu sors de cette étude supérieure, tu fais quoi? Tu lances déjà une activité entrepreneuriale ou pas du tout? Alors, non, à ce moment-là, en fait, je démarre un bachelor, une 3e année, toujours à l'UT Paris Descartes. Une licence professionnelle en marketing digital. Mais en vrai, je suis pas très assidu, j'y apprends pas grand-chose. Je dors beaucoup en cours là-bas, parce qu'en fait, c'est en alternance. Et moi, mon alternance, elle était dans une agence événementielle, qui était l'agence événementielle avec laquelle je travaillais quand j'étais au bureau des étudiants, parce que je m'étais retrouvé un peu par hasard président du bureau des étudiants de l'UT Paris Descartes. Et donc, Ça a dû être une bonne période, ça aussi, non? ouais, mais ça, pour le coup, c'était le premier vrai déclencheur où je me suis prouvé que je pouvais entreprendre un truc sympa. On n'avait pas de budget de l'école et on organisait des soirées de 1000 personnes, un week-end d'un thé de 700 personnes, Ah ouais, etc. quand même. Donc, tu vois, Ouais. à l'année, c'était un budget annuel de 300 000 euros. Et en fait, je me suis retrouvé interdit Banque de France quelques semaines à cause de ça. On allait voir soit des tours opérateurs pour les voyages, soit des agences événementielles pour les soirées. Et on leur disait, voilà, on veut louer tel lieu. Et donc, on achetait un nombre de tickets, on s'engageait, il fallait faire des premiers chèques de caution, et après, on faisait la communication pour remplir la soirée, et le soir de la soirée, on payait la différence. Ok. Et en fait, bon, une fois, il s'avère qu'un tour opérateur a encaissé des chèques qu'il n'aurait pas dû encaisser, donc je me suis trouvé interdit Banque de France quelques semaines. Ouais. Mais ça a été... tu maîtrisais toute la chaîne de valeur d'une entreprise, en fait, avec cette association. Tu devais négocier avec des prestataires corporate. Tu devais derrière faire de la communication pour remplir des événements. Après, tu avais toutes les opérations, la logistique de l'événement en lui-même. Et tu avais parfois un peu de SAV. Ouais, c'est finalement une première activité Ouais. entrepreneuriale. Alors, c'est une association, j'imagine, donc non but lucratif, sans but lucratif, pardon. Exact. Donc, du coup, oui, forcément, c'était l'associatif, mais ça a déjà dans les rouages, finalement, de ce que tu as pu faire après par le futur Ouais, exactement. avec une activité entrepreneuriale. Donc, ok, à l'UT, donc, tu travailles dans une agence événementielle juste après l'UT pour ton bachelor. En alternance, ils acceptent de me prendre. Moi, mon métier, c'était d'essayer de digitaliser cette super agence événementielle qui s'appelle Alliance Événements. Ok. Et en parallèle, je faisais des petits à côté. Je travaillais barman, commis ou respo soirée en boîte de nuit. C'était des péniches, des pavillons, des caves. Il y avait tout type de lieux partout dans Paris. Et donc, je passais la plupart du temps de mon temps en cours à dormir pour rattraper le sommeil. Forcément. Mais c'était une expérience incroyable et j'ai tellement appris dans ce milieu de l'événementiel. Dans lequel je pense qu'il faut pas rester trop longtemps pour pas se perdre. Mais moi, j'y ai passé 2 ans et j'ai surtout beaucoup appris. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait ça comme une année de bachelor. Je saurais même pas te dire si j'ai eu mon diplôme au final. Je sais pas si je sais plus si j'ai terminé ou pas. Mais c'était assez chaotique. Et en fait, parce qu'en parallèle de cette fin d'année, j'ai démarré un nouveau projet qui s'appelait The Young Economy. On était une app pour aider les jeunes à trouver du travail. C'était très mal positionné. On voulait trouver des stages, des missions d'intérim, des missions freelance, des missions d'alternance. Donc on faisait trop de choses. Et quand tu fais trop de choses, tu fais rien. Et dans notre cas, alors on était assez bon en com. Donc on avait des articles dans le Parisien, machin. Mais on n'avait pas de CTO, donc une app tech complètement buggée. Et pour du coup développer la tech, on essayait de gagner des concours, ce qu'il faut surtout pas faire. Donc on gagnait des chèques de 5 000 euros, 10 000 euros pour essayer de développer cette app. Et en fait, elle était toujours buggée, c'est un cycle infini. Enfin, si tu te lances dans un business où le cœur de métier c'est la tech et que t'as pas les facteurs clés de succès qui répondent derrière, t'as pas de profil tech dans ton équipe, tu peux pas gagner. C'est comme aller c'est clair. Ouais. au foot, pas avoir d'attaquant, c'est très compliqué. Quoi. Donc on a arrêté au bout de 12 mois. Ouais. Et là, du coup, j'ai dû être beaucoup plus pragmatique. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais dans mon téléphone beaucoup de contacts d'événementiels, des lieux, des traiteurs, des food trucks, des DJ, des photographes. Et j'ai remarqué que mes potes demandaient être mis en relation avec eux. Donc à ce moment-là, je me dis, OK, il y a peut-être une plateforme de mise en relation à faire. Je benchmark un peu le marché et je me dis, OK, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de Airbnb de l'événementiel qui soit un truc 365 degrés, tu vois, en mode une plateforme où tu as tout. Et en fait, il y avait une bonne raison pour laquelle ça n'existait pas, c'est que c'est un marché très fragmenté, assez complexe, où il y a encore, tu vois, très à l'ancienne dans l'approche.
Et j'ai pas voulu réitérer l'erreur que j'avais faite sur The Young Economy. Je me suis dit, OK, je vais faire un truc différent. Chaque verticale, je vais créer un site. Donc, j'ai créé animationvêtements.com, unesaleaparis.com, minéunfoodtruck.com, traiteurparisien.com. Et donc, c'était 4 sites dans l'événementiel qui étaient très, très bien référencés dans Google. Notre canal d'acquisition numéro 1, c'était le Google SEO. Ok. En fait, plus c'était spécialisé, finalement, plus tu avais de chances et d'opportunités de trouver des clients qui recherchaient que ça, C'est ça. spécialement ça. Et une agence qui fait tout pour les gens, elle fait un peu rien Exactement. dans ce sens-là. Donc, Ils ont du mal à l'identifier, comment ils se positionnent, où est-ce qu'elle est spécialiste. Mais surtout, en Google SEO, en tout cas, il fallait des sites spécialisés. Ouais, pour des avoir sites un de niche. meilleur référencement possible et que ça remonte Exactement. le plus rapidement sur les recherches. Et Ok. puis, ça n'a pas l'air comme ça, mais entre le marché de la location de salles, le marché de la réservation de traiteurs et le marché de la réservation d'animation événementielle, c'est 3 marchés très différents et tu peux pas faire une seule plateforme pour. Sinon, ça fait une sorte de fouillis qui n'est pas une expérience très fluide pour le client. Mais est-ce que tu avais des clients qui utilisaient plusieurs plateformes sans même le savoir que c'était toi qui étais derrière ça? Derrière, j'avais des boucles email qui disaient, si tu faisais une demande de devis sur l'un, tu avais un email qui te disait, hey, il y a aussi tous ces sites-là. Ouais. Mais tu étais déjà client en fait finalement de ça, donc tu le perds pas. Ouais, mais en tout cas, les funnels de vente étaient très différents. Il fallait les dissocier. Ok. D'ailleurs, toutes les startups qui ont essayé de se lancer comme la plateforme 360 degrés de l'événementiel sont toutes plantées. Ça ne marche pas. Ok. C'est marrant hein, à savoir. Et cette boîte-là, enfin ces boîtes-là, du coup, puisque c'était une galaxie de boîtes, comme tu le disais juste avant, ça a donné quoi par la suite? Tu as réussi à en vivre? C'était quoi un peu le chiffre d'affaires? Si tu peux nous donner quelques métriques? Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que tous ces sites-là, moi, j'étais tout seul dessus. Parce qu'à l'époque, personne ne voulait réentreprendre avec moi, vu que j'avais planté un projet avant. Et puis, mes potes finissaient leurs études. Et moi, j'avais besoin d'argent. Et je l'ai réfléchi de façon très pragmatique. La seule chose que je traquais tous les jours, c'était mon nombre de visiteurs uniques sur ces sites web-là, le nombre de mises en relation que je faisais, qui était assez corrélé. C'était, tu vois, à la fin, j'avais 500 visiteurs uniques par jour sur ces plateformes-là. J'avais 50 demandes de devis et j'en signais 5 par jour, à peu près. Ok. Ça, c'est énorme quand même. Hein. Enfin, C'est pas mal, ouais. Je prenais une commission de plateforme classique. Alors pareil, entre la location de salle, les traiteurs, les animations, les pourcentages, les commissions, les standards marchés ne sont pas les mêmes. Ok. Donc t'as réussi à t'adapter à tous les marchés? Ouais, je les connaissais. Ouais. Et puis après, tu les découvres, tu vois, tu t'itères un peu avec. Tu adaptes ton pourcentage, tu adaptes ton funnel, etc. Ok. Mais en fait, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'ai fait ce qu'on appelle des muses, qui est un terme qui a été répandu par Tim Ferriss. C'est des petits business en ligne passifs. Pourquoi? Parce que la mise en relation, une fois que ton Google SEO il est fait, tes sites ils sont rankés. Normalement, si t'es bon, ils bougent pas trop. Et en fait, ton acquisition, elle est automatisée quasiment. Et en plus de ça, dans la mise en relation, c'est un marché assez passif. Il n'y a pas de logistique, pas d'opération. Tu transfères des mails, des prestataires traitent les demandes et te renvoient en fin de mois les commissions. Donc, dans mon cas, en fait, au bout de 2 ans, je gagnais quasiment 10 000 euros par mois. Ah ouais. Ouais. Après la première année, j'ai quasiment rien gagné. C'est vraiment, il a fallu 1 an pour que le SEO grimpe sur ces plateformes-là. Ok. Et mais la deuxième année, et en fait, je m'ennuyais de plus en plus. Intellectuellement, t'étais pas et j'étais pas challengé à faire d'autres projets, etc. Exactement. Et à ce moment-là, j'ai pas du tout la réflexion de me dire, ok, j'ai 4 petits beaux succès en France avec ces plateformes-là, dont 2 qui étaient leaders en France, minéunfoodtruck et animationévénement.com, on était les leaders en France. C'était des tout petits marchés en fait. C'est incroyable. Il y avait aussi peu de concurrence parce que et le SEO est monté très vite parce qu'il y avait très peu de concurrence. Et puis t'avais pas de charge, t'avais pas de salarié, t'avais rien quoi, t'étais seul. Ouais. Ok. Et donc je commence à avoir des approches pour me racheter de plus gros acteurs du marché et j'enclenche moi j'étais assez chaud pour vendre et passer à autre chose. J'avais pas envie, tu vois, d'internationaliser, de faire une startup, etc. Et au même moment, du coup, je rencontre un incubateur de startup qui s'appelle The Family, qui lance un programme qui s'appelait Coup d'État Kids à l'époque. C'était devenu Reverse la deuxième année. C'était gratuit, 3 mois avant l'été, et on vous forme à l'entrepreneuriat en mode startup. Et moi, j'avais envie de passer une étape. Je commençais à les suivre sur YouTube parce qu'ils postaient des conférences sur YouTube. Et donc, j'ai postulé, j'ai eu de la chance d'être pris. Et là, j'ai changé de dimension. J'ai découvert un autre monde. Et du coup, t'as revendu cette boîte-là? Ouais, ça a été assez long. Ça a pris 6-7 mois quand même tout le process de vente. De revente, ouais. Ouais, ça prend un peu de temps. Avec les avocats, les négos, les machins. Évidemment. Ok. T'as été racheté par un grand fonds, c'est quoi? Pas du tout. C'est un mec qui a non, pour le coup, c'était 2 acteurs de l'événementiel qui étaient assez bien positionnés en France, dont personne ne connaîtra le nom, mais qui ont décidé de racheter ces sites parce que pour eux, c'était des machines de génération de leads en fait. Ouais, c'était plus ça pour convertir après derrière. Ok, ça marche. Et donc du coup, tu rejoins The Family. Ils te font une proposition. T'es salarié de The Family? Après ces 3 mois de formation, où là, je rencontre... on était
15 jeunes triés sur le volet qui avaient... Ah, pardon, t'as fait partie, en fait, finalement, du programme. D'un des programmes qu'ils ont lancé pour les très jeunes, ouais. Ok, ça marche. Je pensais que c'était toi qui animais le programme. Non, ok, ça marche. Non, ouais. Et il y avait des jeunes de 15 à 23 ans. Moi, j'avais 22, j'étais un des plus vieux. Et là, je prends une claque parce que les plus brillants sont les plus jeunes, ceux qui ont 15-16 ans. Et surtout, je découvre un autre monde, quoi, le monde des startups, des levées de fonds. Tu vois, c'était plus sur le journal du net ou French Web, quoi. C'était réel. Donc voilà. Et j'ai adoré. Et effectivement, pendant l'été, je continue mes négociations pour revendre ma boîte. Et je me dis, allez, au retour de l'été, j'ai 2-3 trucs administratifs. Et je les contacte pour leur dire, voilà, j'ai pas besoin de salaire, je viens de toucher un petit chèque et je veux apprendre 1 ou 2 ans. Et en fait, j'ai eu une chance vraiment de dingue. Ils m'ont contacté avant que je les contacte, quelques jours avant, dans ma to-do, que je devais les contacter. Ça, c'est incroyable quand même. Ouais, j'ai eu de la chance. Je sais pas pourquoi ils ont pensé à moi. Mais ils me disent, voilà, on a besoin, on vient de lever 15 millions d'euros, on veut faire connaître The Family dans les écoles beaucoup plus, on veut quelqu'un qui mène la marque auprès des étudiants, on a besoin de quelqu'un qui fasse le tour de toutes les écoles de commerce, d'ingé, d'université, d'IAE, etc. pour aller faire des conférences. Moi, j'accepte le challenge, ça me fait marrer. Je leur dis que je vais être là à peu près 2 ans pour apprendre, mais qu'après, je pense être entrepreneur et que je vais repartir. Et voilà. Et comment ils se rémunèrent sur ce modèle-là? C'est-à-dire que leur but, eux, c'est d'attirer un maximum d'étudiants qui ont un potentiel d'entrepreneur assez important. Ouais. Comment ils se rémunèrent? C'est quoi la formule? Très simplement, ils avaient ils avaient un modèle d'accélérateur de start-up qui était très inspiré de Y Combinator aux US, qui a lancé Airbnb, Twitter et qui a 15-20 ans d'expérience, d'existence, pardon. Donc, The Family, son modèle, c'était de prendre 5% des parts des startups qui les rejoignaient. Ok, voilà, ça marche. Et vous avez à peu près, parce qu'on va parler après donc de The Quest, juste avant de faire une transition sur qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous avez copié un petit peu ce même modèle-là? Vous prenez des parts dans les boîtes? Comment ça se passe? Alors, on a un même modèle structurellement, on est comme un fonds d'investissement. Nous, on prend des parts, c'est pas payant The Quest, nous on prend des parts dans les projets qu'on co-crée. Maintenant, comment on l'a créé The Quest, c'est moi au bout de 2 ans, j'ai fait le tour de The Family, j'ai appris ce que je voulais apprendre. Et en janvier 2020, je décide de partir. Et je leur dis, voilà, moi j'ai adoré cette expérience. Maintenant, ce qui m'a frustré, c'est que si tu prends 5% des parts de start-up, tu mets pas les mains dans le cambouis. Et moi, j'aimais bien mettre les mains dans le cambouis. Pour 5%, tu les conseillais sur un Slack, sur un WhatsApp, tu leur faisais des mises en relation. Mais j'avais besoin, moi, de mettre les mains dans le cambouis. Et à ce moment-là, je découvre le modèle des startup studios, qui est un peu différent des incubateurs et des accélérateurs. C'est des modèles d'entreprise qui vont avoir 3-4 idées de startup par an. Pour chacune d'entre elles, trouver le CEO idéal, l'aider à trouver ses cofondateurs, CTO, CMO, etc. Et pendant 12 à 18 mois, bâtir avec lui les fondations de la boîte, main dans le cambouis. Et pour le coup, un startup studio, le modèle moyen, c'est de prendre entre 20 et 40% des parts de la startup. Parce que tu l'as financé pendant 18 mois, que tu as monté l'équipe, etc. C'est le modèle d'eFounders, pareil, qui a 12 ou 13 ans d'existence et qui a cartonné en France, qui a fait Aircall, Spendesk, etc. Et moi, je découvre ce modèle et je me dis, c'est ça que je veux faire. Et donc, à ce moment-là, je pars de Family en leur disant, je vais monter une boîte qui s'appelle The Secret Company. C'est la société secrète derrière d'autres sociétés. Et pendant 3 ans, notre modèle, ça a été, on a 3 idées de start-up par an. Pour chacune, on cherche un CEO et on fait le funnel classique d'un startup studio. Donc, une fabrique finalement de start-up où c'était vous qui aviez les idées et vous trouviez un peu les bonnes personnes pour réaliser ces projets-là et pour qu'ils puissent fonctionner. Ok, et ça a marché? C'était quoi Ouais, on a fait ça pendant 3 ans. On a eu des beaux chiffres. En 3 ans, on est passé de 0 à 20 millions d'euros de revenus récurrents annuels, d'ARR. Ok. Donc, vous étiez spécialisé en SaaS ou rien? Non, nous, on était assez agnostiques. La thèse derrière The Secret Company, c'était tout le monde a un super pouvoir secret, ce que le monde du dropshipping appelle la zone de génie. Ouais. Et la question, c'est de la trouver et de faire un projet qui fasse effet de levier sur cette zone de génie, que nous, on appelait super pouvoir secret. Donc l'idée, c'était exactement celle-ci. On partait des talents, on essayait de voir de quelle idée il serait le CEO idéal, et on bâtissait après avec eux pendant 12 à 18 mois. Et on a fait des logiciels SaaS, des apps mobiles, des marketplaces. Pour le coup, on était assez agnostique. Ah, c'est génial. Combien de projets et est-ce qu'il y a des projets qui fonctionnent toujours aujourd'hui et dont tu peux nous parler un petit peu? Bien sûr, on a testé une vingtaine de projets, toujours en vie aujourd'hui, après 3 ans, 10 sociétés, 10 startups. C'est énorme. Ouais, c'est pas mal. C'est un taux de 50% après. De réussite, c'est c'est énorme. Enfin, après, quand on voit le nombre d'idées qu'on peut avoir, etc., et qui se transforment en projets et qui ont des sociétés qui perdurent, parce que c'est quoi? C'était il y a 3 ans, 4 ans du coup?
Ça a démarré, ouais, les tout 2020. premiers, c'était il y a 3 ans et 8-9 mois exactement. Ok. Ouais. Ouais, donc ça fait un moment. Non, ouais, bon, franchement, on a eu des bons résultats. Ouais. Après, on a eu une autre chance, c'est qu'on avait une thèse de startup studio. Nous, on voulait se présenter comme le startup studio bootstrap. On disait nos boîtes ne lèvent pas de fonds. Pourquoi ? Parce que moi, les entrepreneurs que j'avais trouvé les plus impressionnants à The Family, c'était ceux qui ne levaient pas de fonds. Et là où j'en ai vu d'autres qui levaient des fonds sur des decks, je me disais, mais comment c'est possible ? Alors, je voyais bien comment ils étaient convaincants en rendez-vous et tu vois, comment ils pouvaient convaincre les investisseurs. Mais voilà. Alors, il y en avait des très bons, hein, mais de façon assez caricaturale, moi, j'avais adoré ceux qui étaient, qui avaient plus galéré, mais qui montaient des startups de façon plus lente, forcément, avec moins d'argent, moins de ressources. Et qui se diluaient pas, du coup, avec Qui se diluaient moins, et qui cherchaient une croissance plus linéaire, moins exponentielle. Et je voulais faire de la startup bootstrap, moi. Ok. Parce que aussi, j'étais pas très éduqué au sujet de la levée de fonds et des fonds d'investissement. C'était pas le jeu financier m'intéressait assez peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la créativité, bâtir, etc. Et donc, on a une chance folle, et encore, c'est que de 2020 à 2023, c'est les 3 années où les startups ont levé à des valos délirantes. Ce qui fait que là, 2023-2024, c'est compliqué pour tout le monde. Parce que les valos sont trop grandes, personne ne veut acheter à ces valos-là. Relever sur tu relèves à des valos moindres que ce que tu as levé il y a 2 ans avant. Bref, c'est un peu la bérésina. Et nous, la chance, c'est que là, tu vois, sur les 20 millions d'ARR, je peux le dire, on a 2 boîtes qui sont en cours de due diligence pour revente. Tu vois, bon, je sais pas si ça aboutira, mais et on a que des boîtes qui n'ont pas ce problème de se dire, de toute façon, j'ai pas de valo posé sur ma boîte, donc j'ai pas de problème. Et après, tu as accompagné aussi des boîtes qui ont levé de l'argent ? En fait, c'est ça. Ce qui nous est arrivé notre 3e batch, la 3e année, c'est qu'on a travaillé avec 3 entrepreneurs et les 3 avaient 18-19 ans. Et on s'est dit, c'est marrant, bon, ok, on avance. Mais on était très contents, on ne fait pas spécialement attention à l'âge. Et on a 2 qui ont survécu et les 2 ont levé. Le premier s'appelle Mobula. On a monté avec Sacha Marcus qui a levé 1 million d'euros. C'est un data aggregator crypto. Et le deuxième, Revoltrain, qu'on a monté avec Corentin et Sacha Benamou, qui a levé 3 millions d'euros. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, en fait, faut pas être campé sur ses positions. Dans certains cas, la levée de fonds est un très bon outil de croissance. Dans leur cas à eux, c'était un très bon outil. Et même si nous, on croyait en bootstrapping, ils avaient serré les dents pendant 18 mois assez longtemps pour qu'on dise, OK, vous avez fait vos armes. Là, vous pouvez lever des fonds pour accélérer. On pense que vous allez bien manager cet argent. Et donc, on leur a dit, let's go, on va vous aider à lever. Et on l'a fait. Et en fait, au bout de... Alors, déjà, ça changeait un peu notre modèle parce que c'était les premières boîtes qui levaient. Donc ça cassait un peu notre thèse, mais surtout on a remarqué qu'ils avaient 18 ans et qu'on attirait de plus en plus de très jeunes profils drop-out qui avaient arrêté l'école ou qui voulaient arrêter l'école. Et on s'est dit putain, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Et on a pas mal réfléchi, on a beaucoup interrogé ces entrepreneurs-là et ils nous ont fait un feedback qui nous a pas plu mais qu'il fallait prendre. On leur disait voilà, qu'est-ce que tu as pensé des 18 mois de co-création, Startup Studio. Bon, ils étaient dithyrambiques, mais ils nous ont dit ouais, vous avez été mon école d'entrepreneuriat. On s'est fait, attends, non, on n'a pas été ton école, on n'était pas à ton école. Si, techniquement, c'est avec vous que j'ai appris. Ouais. Ok. Et moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui travaille dans le foot. Et en fait, la connexion s'est fait un peu comme ça, de façon un peu hasardeuse. Je me suis dit, ok, la blague, c'était que c'est les Sacha Benamou et Sacha Marcus, les 2 s'appellent Sacha, c'est un hasard. Ouais. On les appelait les petits Kylian Mbappé en interne. C'était la blague, parce qu'ils étaient très jeunes et brillants. Et on s'est dit, mais attends, Kylian Mbappé, il est passé par où ? Un centre de formation de l'AS Monaco. Le business model de l'AS Monaco, c'est de prendre un pourcentage sur le succès futur et les transferts de ses poulains. Startup Studio, c'est pas très très loin de ça, si ce n'est qu'on ne prend pas sur les humains, mais sur les entreprises, de société. Et on s'est dit, mais en fait, il y a peut-être moyen de prendre ce modèle du centre de formation et de le ramener aux startups, sachant qu'on parle à peu près des mêmes chiffres. Entre une startup qui lève et un footballeur successful qui est transféré, on parle de dizaines, centaines de millions d'euros. C'est clair. Donc on s'est dit, il y a un truc à faire. Pourquoi personne ne l'a fait ? Et là, on a rebrandé, The Quest, changement de modèle. Notre métier reste à peu près le même, hein. Si ce n'est que là, on veut faire plus une école du terrain, centre de formation. On est tous les jours sur le terrain à co-construire et on veut faire plus de volume. Là, cette année, on fait 10 projets. 10 projets. Donc, waouh. C'est quoi le nombre de projets au fur et à mesure des années ? 2020, combien de projets ? On a fait à chaque fois 3. 3. Ok. Et là, vous allez faire 10 projets cette année ? On va essayer, ouais. Ok. Vous êtes combien chez The Quest ? On est 5 associés, moi et 4 associés. Alors c'est assez intense, on vit en coloc dans le Sentier. On a une sorte de QG Hacker House où en fait nous on vit là et tous les entrepreneurs avec lesquels on travaille viennent souvent travailler. Okay. Il y a des séminaires, il y a du passage, nos employés peuvent travailler là. Alors on a un ADN remote. C'est assez intense. Ouais, c'est pas une vie pour tout le monde. Mais c'est aussi ce qui a fait notre succès, je pense. Ok. Ça fait 3 ans, enfin moi ça fait 4 ans que je suis dans un tunnel. Tu vis pour ça ? Ouais, je fais que ça de ma vie, ouais.
Mais quasiment que ça de ma vie. Mais bon, c'est sympa, tu vois. On a tous en moyenne 28 ans dans les cofondateurs. On est encore très jeunes. Assez jeune, ouais. C'est un âge pour faire ça. Et après, on a une dizaine d'employés. On est une quinzaine. Voilà. Ah ouais, donc il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Comment vous rémunérez aujourd'hui? Et pour montrer l'exemple, pour être bootstrap autofinancé, on a créé en fait 2 filiales sans le vouloir. On n'a pas tous les mêmes compétences et les mêmes aspirations avec mes cofondateurs. On est 5, c'est beaucoup pour une équipe cofondatrice. Et il y en a 2 qui sont très... Adams et Panam, qui sont vraiment des mecs du consulting, du service, de l'agence. Là où Julien, Robin et moi, on est plus des mecs du produit, de la startup, le SaaS, app, etc. Et on a longtemps essayé de faire monter des poissons à des arbres. Et après, on a abandonné. Et on s'est dit, bon, c'est pas grave, on est différents. Mais ce qu'on aime, c'est entreprendre. On va juste créer 2 filiales. Et donc, on avait, pendant quelques années, avec The Secret Company, un startup studio et une filiale Agency Studio, où en fait, Panam et Adams créaient des agences. Les agences, c'est un peu différent. Ouais. C'est pas du tout le même modèle. Tu vois, on prenait pas 25% des agences parce que c'était nos agences. Et en fait, très simplement, on teste en permanence des idées d'agence. Et quand ça fonctionne, on les développe. Et après, on trouve un directeur général pour piloter l'agence. Mais c'est vous qui avez 100% des parts? Non, on fait 50-50. 50-50. Ouais, on voulait partager, ouais. On trouve ça plus intéressant. Et voilà, et du coup, là, depuis 3 ans, on a créé 5 agences. 5 agences. Et donc, c'est ce qui nous a permis pendant 3 ans de se faire autofinancer. Ouais. Et tout récemment, avec le changement de marque en The Quest, on a créé un fonds d'investissement qui s'appelle The Quest Hippodrome, qui est un fonds d'investissement sur lequel on collecte de l'argent d'investisseurs qui croient en notre thèse, des drop-out, des très jeunes, des Kylian Mbappé. Et en fait, avec cet argent qu'on collecte, nous, ça nous permet à chaque talent avec qui on crée une startup maintenant de lui délivrer une bourse de 150 000 euros. Avec cette bourse, il va pouvoir itérer, faire de la R&D pendant 12 mois à peu près. Juste nous, pour se rémunérer sur l'année où on va travailler maintenant le Cambouis avec lui, on prend un cut de 30%. Donc, ça nous permet de nous financer une deuxième source de revenus. Ok, ça marche. Et sur ces 150 000 euros-là, il les touche lui en fonds propres ou alors c'est bien évidemment dans la société? C'est comme une petite levée de fonds qu'on appelle pré-seed. C'est avant le seed, seed, série A, série B. C'est un pré-seed et c'est 150 000 euros à valeur 1,5 million. Et donc maintenant, notre offre, d'ailleurs, on a dû la revoir aussi. On a dû revoir notre copie pour faire plus de volume. On ne fait plus 3 projets par an dans lesquels on prend 25%. Pour l'instant, on veut faire 10 projets par an. On aimerait bien plus à terme. Et la proposition de valeur est très simple. C'est 10% des parts de ta société contre 12 mois de co-création ensemble et 10% contre cette bourse ou ce pré-seed de 150 000 euros. Ok. Voilà. Comment tu sélectionnes un étudiant qui... parce que c'est un étudiant finalement qui veut arrêter les études, qui veut se lancer à 100% d'entrepreneuriat, qui te rencontre, qui te contacte en DM sur LinkedIn, qui veut, je sais pas, vous faites un déjeuner, vous faites quoi? C'est quoi le process pour te recruter pour... Alors on a un site où les gens peuvent postuler. Ce qui est assez marrant, c'est que les meilleurs jeunes entrepreneurs qui ont candidaté à The Quest je sais pas trop l'expliquer, ne sont pas passés par le funnel classique. Ils passent pas par le site web. Ils le contournent. C'est peut-être en vrai, ils trouvent les meilleures manières possibles de te contacter ou de contacter un des cofondateurs pour y arriver. Ouais, peut-être que c'est ça. Ou alors, c'est qu'ils aiment vraiment pas être dans le moule et suivre le cadre traditionnel et ils décident de bypass et ils me contactent sur LinkedIn, Insta. Et après, nous, on a tout un travail de détection. Parce qu'on cherche des profils assez geeks, assez nerds, gamers, certains diront bizarres. Nous, on va chercher sur des... Ouais, typique, on cherche sur des Discord, des Telegram, des Twitter. On est là où la majorité des écoles, des incubateurs et des fonds d'investissement sont pas, en fait. Ok. Voilà. Et vous les sourcez aussi, vous les sollicitez, vous essayez de les contacter pour leur proposer des solutions? Il y a les deux. On fait 50-50 à peu près. Ça marche. Vous avez combien de candidatures par an? Par an, cette année, par exemple? Là, par exemple, on a changé de nom, on s'est présenté comme The Quest en avril. D'avril à décembre, on a eu 500 candidatures. Ah ouais, quand même. Ça va. Mais sur 500, on a 50 qui sont bien. J'en prends 50 au téléphone. Ça fait à peu près 5 qui sont intéressantes. Et avec lesquelles on a commencé à travailler en septembre. Et là où, sur notre travail de sourcing, ça va être des talents qui vont plus nous rejoindre là, en janvier ou février. Ok. Et c'est une volonté de faire spécialement du volume par rapport à... tu vois, tu disais là, on veut faire 10 projets, l'année prochaine, on va en faire encore plus. Plutôt que de préférer potentiellement de la qualité, de dire on se concentre que sur 2 projets et on se focalise toute notre énergie de 5 personnes qui sont associées aujourd'hui et dire voilà, toute notre énergie dans ces 2 projets-là et on essaie d'en faire des super boîtes. Alors, on n'a pas vocation à faire du volume. On sera jamais une école qui fait des promos de 300.
Je pense que le maximum qu'on pourra faire peut-être un jour, si on est bon et qu'on tient jusque-là, c'est 30 à 50. Par an. C'est pas tout de suite. Là, on va déjà essayer de faire 10 cette année. Maintenant, là, ce qu'on voit déjà, c'est que... Alors déjà, nous, en tant que fonds d'investissement, on a un besoin de manager notre risque. Et le startup studio, pour ça, il y a un très mauvais modèle. Ah oui, c'est clair. Un fonds d'investissement qui n'investit que dans 3 boîtes par an, c'est une hérésie. Donc, il fallait qu'on augmente les volumes. Pour ça, on a un petit peu cassé, changé notre modèle. Aujourd'hui, on est vraiment à l'orée entre un accélérateur et un startup studio, dans la façon dont on se rémunère avec 10%. C'est un modèle un peu hybride de centre de formation, en fait. Un accélérateur prend entre 5 et 7%, un startup studio entre 25 et 30%. Nous, on prend 10 et 10, tu vois. Donc, on avait besoin de diversifier le risque. Mais ce qu'on se rend compte, ce qui est assez marrant, c'est que tu peux mettre de l'intensité sur 3 projets et 3 talents par an. En général, tu vas te tromper sur un. Il y en a un qui va être plus décevant que ce que tu as prévu. C'est pas grave. Mais du coup, tu perds pas mal de temps parce que c'est une grosse erreur. Là où quand tu mises sur 10, tu baisses pas forcément la qualité et il y a des synergies hautes qui se créent. Mais tu vois, là, ce qu'on voit, c'est que la qualité du travail qu'on fait cette année versus les années précédentes, peut-être parce qu'on a plus d'expérience, à moindre effort, effectivement, parce qu'on on est plus dispersé, les projets vont plus vite et sont de meilleure qualité, je trouve. Ok. Voilà. Ah bah écoute, tant mieux. Ça reste des petits volumes. Hein. On est 15 pour s'occuper de 10 jeunes. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont ce ratio-là. C'est clair, ouais. Ça fait un prof et demi par élève, entre guillemets. Ça va, ouais. C'est pas mal en termes de quantité. Ça te manque pas, toi, d'entreprendre personnellement, de te dire j'ai un propre projet comme tu as eu avant avec ta galaxie un petit peu? Tu as toujours l'impression d'être entrepreneur avec ça? Ouais, bah, vraiment, je sais pas à quel point les gens se rendent compte, mais on a les mains dans le cambouis. On fait les landing pages, on fait les recrutements, on fait les process, on fait les branding. Enfin, tu vois, je monte 10 boîtes par an. Donc, d'un point de vue créatif, pourtant, je peux même, si je suis 100% honnête, The Quest, c'est un très mauvais business model. Tu vois, là, je t'ai parlé de 22 millions d'ARR. Fact, c'est qu'ils ne sont pas propriétaires de The Quest. C'est The Quest qui a des parts dans 10 sociétés qui, au cumulé, représentent 22 millions d'ARR. Et puis, vous n'avez pas 50% ou 60% des parts. Vous avez qu'une petite part minime. Effectivement. Ouais. Et donc, en plus, tu vois, sur ces 22 millions d'ARR, la majorité des sociétés ne versent pas de dividendes ou alors seront peut-être revendues dans 5-10 ans. D'autres vont mourir en chemin. Donc, c'est des gros chiffres. Maintenant, on n'est pas du tout riche. Donc, non, c'est pas un bon business model. Mais on le fait par passion et parce qu'aujourd'hui, par contre, je pense, j'ai l'intuition que si j'arrêtais et que je faisais qu'un business, je sais pas quel il serait, mais je pense que je serais plus malheureux. Ok. Voilà. Tu as besoin de beaucoup de choses, tu as besoin qu'il y ait beaucoup de projets différents, de clients différents. Je pense que je monterais une agence de pub, pour être franc. Ok. Je pense que... Comme ça, moi, tu travailleras avec plusieurs projets différents. Ouais, peut-être. En tout cas, je ferai un truc qui me permet toutes les semaines de travailler sur des sujets différents. D'être stimulé intellectuellement, quoi. Ok, ça marche. Il y a toi qui as l'expérience un petit peu de voir différents projets, il y a souvent la question de se poser, est-ce qu'on innove un projet totalement différent de ce qui peut exister sur le marché, ou est-ce qu'on reprend une idée qui existe déjà et on l'améliore, on change peut-être le business model, on change le modèle financier et où on change complètement certaines choses qui peuvent permettre d'améliorer ce projet-là. Tu vois, il y a peut-être 2 écoles, entre guillemets. Est-ce que tu en as une que tu préfères pour les entrepreneurs, tu vois, qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont une idée et qui se sont dit, putain, il n'y a jamais personne qui a pensé à ça, c'est forcément une bonne idée? Peut-être pas, hein, tu le disais juste avant. Tu vois la question un peu entre ces 2 modèles-là? Je vois très bien. Ça dépend le niveau d'ambition que tu as et ça dépend à quel niveau de difficulté tu veux te confronter. Il y a les entrepreneurs qui créent des marchés. Airbnb, par exemple, c'est ma boîte préférée, ont créé un marché. C'est-à-dire qu'ils ont même fait grossir le marché de l'hospitalité, du tourisme. Pourquoi c'est ta boîte préférée? Parce que je trouve que c'est une mission incroyable. Alors déjà, c'est une exécution incroyable, mais c'est de la tech mis à disposition d'une des choses qui, selon moi, est la plus belle au monde, c'est-à-dire le voyage et la rencontre. Donc, c'est une mission incroyable. C'est pas, tu vois, il y a un truc très humaniste dans Airbnb que j'aime beaucoup. Et je suis admiratif de leur exécution. En fait, ce qui est intéressant dans Airbnb, c'est que ils ont identifié un usage de niche singulier et discret, et ils ont décidé d'en faire un usage standard, massif, marché. Parce qu'en fait, des gens qui allaient louer des villas de particuliers pour leurs vacances, il y en avait un petit peu. Moi, j'allais dans une ville en Espagne en vacances, Cadaqués, où il y avait un truc qui s'appelait en espagnol, mais c'était rentvillaencadaqués.es, tu vois. Et donc, ça existait déjà, ce truc-là. Juste, c'était hors marché, c'était hors radar, et tout se payait en cash. Airbnb a juste démocratisé ça pour le monde entier.
Et c'est l'hospitalité de recevoir chez soi même juste une chambre, de pouvoir louer juste une chambre, ça c'est encore génial, je trouve. Le principe de dire j'ai un appartement, de base c'était ça. Il y en a encore qui le font un petit peu, mais le modèle aujourd'hui c'est de louer son logement en entier, ou même de faire l'investissement locatif qu'on va louer finalement en location courte durée via Airbnb et toutes les autres plateformes qui existent aujourd'hui grâce à des channel managers, etc. Mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est un beau modèle de vie. Mais du coup, pour revenir sur est-ce que c'est mieux d'innover ou alors de prendre un modèle qui existe déjà et de le changer, tu disais que c'était par rapport à ton niveau de risque, de ton niveau d'ambition que tu peux avoir. Est-ce que tu as d'autres conseils pour... En fait, il y a des entrepreneurs qui créent des marchés et il y a des entrepreneurs qui exploitent des marchés. Donc, tu as ceux qui vont essayer de faire schématiquement, qui vont essayer de faire monter la vague et tu as ceux qui vont voir la vague arriver et surfer dessus. Et c'est pas du tout les mêmes difficultés et c'est pas les mêmes caractères. Pour créer un marché, comme l'a fait Airbnb, ou faire s'expandre le marché de l'hospitalité en le changeant, parce qu'ils ont vraiment fait grossir le marché de l'hospitalité en volume, c'est pas le même effort. Je pense que Brian Chesky, il a donné sa vie, genre très concrètement. C'est un cadeau qu'il a fait. Là où, effectivement, il y a des entrepreneurs qui voient la vague crypto arriver, ils disent « Ah, intéressant la crypto ». Ils se documentent, et là ils se disent « Ah, je peux peut-être faire un truc sur la crypto ». Bon, je vais me dire « Ok, je vais essayer de faire, je sais pas, la banque mobile crypto ». J'en sais rien, tu vois. Et donc, ils prennent, pour le coup, un business model existant et ils vont essayer de l'amener sur un autre marché. C'est pas les mêmes efforts. Et c'est pas les mêmes difficultés. Créer un marché, tu as beaucoup plus de chances que ce soit une idée lubie qui n'intéresse personne. Parce que je vois bien comment beaucoup d'étudiants, pour m'occuper d'eux principalement, de très jeunes, ont des idées en se levant le matin et se disent que c'est peut-être une bonne idée de start-up. La majorité des idées de start-up sont très 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 mauvaises. Oui. Maintenant, il y a une fine ligne en fait. Une idée de start-up au démarrage, elle est bizarre. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'adresse qu'à une partie de la population qui est singulière et qui est très niche. On s'en rend pas compte aujourd'hui, mais pendant très longtemps, louer la maison d'un particulier pour aller en vacances chez lui, donc Airbnb, tout le monde n'était pas prêt à le faire. C'était super bizarre. Avec de la force en relations presse, des gros budgets marketing et beaucoup de bouche à oreille, c'est devenu une commodité, mais ça l'était pas. Et si tu te souviens de ce que était Airbnb il y a 10 ans, tu vois la difficulté que c'est d'arriver à faire d'une singularité une commodité. Et c'est pas donné à tout le monde. Il faut être prêt à donner sa vie. Ok. Et quand vous avez une idée comme ça d'un entrepreneur ou vous-même dans l'équipe une idée qui révolutionne, enfin qui crée un marché, pardon, comment vous la prenez ? Est-ce que vous vous dites on l'exploite quand même ou c'est trop risqué à notre échelle aujourd'hui ? Non, on s'assure que l'entrepreneur est au courant qui va donner sa vie s'il veut faire ce projet-là. Donc on lui dit voilà, c'est simple. Tu peux réussir, ça va te prendre entre 10 et 50 ans. Est-ce que tu tiens assez à ce problème que tu veux résoudre ou à cette idée que tu veux expandre pour il faut qu'il y ait une frustration énorme pour que ce soit dans le ventre que tu aies envie de changer les choses, quoi. Là où d'autres vont plus se dire non, attendez, moi je suis là pour 5-10 ans, j'ai envie de faire un gros coup, un gros casse. Là on se pose, on regarde ses zones de génie, ses qualités, ses défauts, etc. Et on va réfléchir à qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant sur cette période de temps. Dans un marché qui fonctionne déjà. En général, vaut mieux essayer de surfer sur des tsunamis que sur des vaguelettes, Ouais. Est-ce que tu as des exemples de projets que vous avez accompagnés avec le nom des projets, etc., qui t'ont parlé, qui fonctionnent bien aujourd'hui Tu as parlé déjà de Revoltrain, etc. Revoltrain, ouais, qui sont en train de passer à l'international. Tu peux pitcher un petit peu le projet rapidement ? Ouais, Revoltrain. Alors, ce qui est marrant, Revoltrain, ça a démarré comme on voulait faire... il y avait la vague des créateurs de contenu, les content creators, et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire sur ce marché-là. On a rencontré Corentin, qui avait été freelance, qui avait travaillé en agence, qui avait travaillé en start-up, qui avait un profil assez pluridisciplinaire. Et on s'est dit que voilà, il y avait peut-être quelque chose à faire avec les content creators. Donc on a commencé à parler à plein de content creators. Et on s'est rapidement rendu compte que c'était tous des bons pédagogues qui aimaient bien transmettre à la caméra, etc. Et qu'il y avait peut-être moyen d'en faire des très bons professeurs. Et qu'en plus, on voyait que l'éducation, c'était un marché qui était compliqué, que tout était en train de s'écrouler, que les gens payaient 10 000 € par an sans être heureux. On comprenait pas trop comment les clients payaient aussi cher en n'étant pas heureux. Ils te le disaient en dessous, ils me disaient non, j'ai rien appris dans cette école. Et on s'est dit, il y a un truc. Et donc, on a commencé à miser sur ce pari des écoles en ligne, des bootcamps online, 2-3 mois. Et rapidement, finalement, on a quitté la creator economy et on s'est dit tout simplement, ce qu'on a réussi à identifier au bout de 6-8 mois, c'était que la population allait devenir freelance et digital nomade. Et qu'il fallait créer l'école de freelancing et digital nomadisme. Et que c'était le potentiel futur Harvard. Et on s'est dit, OK, ça va s'appeler Revoltrain, c'est Révolution Training, revoltrain.com. Et donc, il y a un track, 3 mois pour devenir monteur vidéo, 3 mois pour devenir copywriter, 3 mois pour devenir closer, 3 mois pour devenir community manager, etc. Tous les métiers que tu peux faire en digital nomadisme. Okay. Et donc, c'est une école des métiers du digital.
Et c'est payé par CPF, ça Non. fonctionne comment? Tu payes directement, ça coûte combien? Alors, je sais pas comment ils ont fait évoluer leur grid pricing, mais c'est une formation qui coûte, c'est des formations qui coûtent entre 1000 et 3000 euros. Ok. C'est assez accessible. Il y a pas de. C'est par groupe? Ouais, tu rentres par cohorte en fait. Il y a des rentrées à peu près toutes les semaines et il n'y a pas vraiment de durée de fin en réalité. Tu pars quand tu as estimé que tu as assez appris et de temps en temps tu peux revenir pour revoir les nouveaux cours. C'est un peu de l'apprentissage aussi en continu. Ok. Tu rejoins un peu une école pour la vie aussi. C'est ça qui est intéressant. Les Anglais, c'est une tendance de fond qui s'appelle le lifelong learning. J'imagine que la communauté qu'il y a derrière entre tous les étudiants doit être aussi dingue si Ouais, tous c'est ils ont hyper cette mentalité-là d'être freelance, d'être entrepreneur un petit peu de leur vie. Je pense que ça va être, Ouais. ça doit être génial. Ouais. Il y a une réflexion qu'on se fait beaucoup et qu'on entend souvent parler enfin, que je me fais pas moi personnellement, mais on entend beaucoup parler, c'est que les jeunes étudiants ne veulent plus bosser aujourd'hui. Tu es au contact d'eux toute la journée. C'est quoi la réalité de ce que tu vois, toi? Il y a une part de vrai, il y a une énorme part de faux. Allez, je vais dire vraiment ce que je pense. Je pense que l'ère industrielle a créé un système où un peu moins de 10% des humains avaient un job incroyable et captaient la majorité des richesses. Souvent un job créatif, entrepreneurial, de direction, etc. Et que la majorité des jobs qui ont été proposés aux 90% autres, c'est des jobs qui, on se rend compte aujourd'hui, sont robotisables, automatisables. La caissière qui devient une caisse automatique, l'IA qui est en train de remplacer pas mal de jobs de designers de bas niveau, etc. Qui ont été disruptés, en fait, finalement, par rapport à ces secteurs-là. Ouais, mais surtout, c'est une anomalie. Ça paraît une communauté aujourd'hui que tout le monde doit travailler. Il y a une version de la société où tout le monde ne doit pas travailler et où tout le monde est artiste, par exemple, où tout le monde a un revenu universel, etc. Et je pense que on est dans l'ère industrielle où c'est devenu une communauté, tout le monde devait travailler, mais que 90% des gens faisaient un job sans trop comprendre pourquoi ils le faisaient. On leur avait dit qu'ils le faisaient, et vu que les gens se posent pas trop de questions, qu'on les a éduqués à pas trop se poser de questions, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a Internet qui est venu rebattre les cartes. Et aujourd'hui, avec un peu de curiosité ou juste les algos qui t'éduquent, tu vois qu'en fait, t'as plus envie d'avoir un bullshit job. Et tu vois tout TikTok et tu vois des plages et toi, t'es à la défense et tu dis, mais non, pourquoi je suis là en fait? Et c'est normal. L'humain, tu vois, regarde un peu ce qui se fait autour. Là où avant, je pense que les gens étaient un peu dans un tunnel de carrière et tout, et étaient là-dedans. C'était normal pour eux de pas forcément se plaire dans leur job, que ce soit pas palpitant, etc. J'aime bien ta vision, elle est pas mal. Et du coup, pour les entrepreneurs aujourd'hui, les étudiants, pardon, t'as l'impression qu'ils arrivent quand même, pour la plupart d'entre eux, à être intéressés quand on T'as toujours 10%. Quand on leur donne du sens. Ouais, quand tu leur donnes du sens, il y a toujours 10% qui sont des gros travailleurs. Ils travaillent différemment et ils ont effectivement moins de temps d'attention à cause de TikTok, etc. C'est réel. Ça fait des cerveaux différents. Mais de toute génération, les générations étaient différentes. Et t'as toujours les générations précédentes qui deviennent réac, parce que je pense que c'est ce que crée la vieillesse. C'est le truc qu'il faut combattre pour devenir un bon vieux, d'écouter la jeunesse et de pas la juger et de pas dire ah ouais, la nouvelle génération, ils travaillent pas. Non, la nouvelle génération, ils veulent pas faire un truc qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça existe. Et donc, je pense qu'ils sont en quête de sens, mais surtout, le problème, c'est que là, on va vivre moi, mon pari, c'est qu'on va vivre une transition horrible. Là, on va vivre une transition où ça va être la guerre. On va se parler French. Et je pense que dans 100 ans, soit tout le monde est artiste, soit il y a un revenu universel. C'est impossible autrement. Avec l'avancée de la robotique et de l'IA, Ouais. il y a une énorme partie des jobs là, on va passer à l'ère, peut-être pas industrielle, mais tu vois, du freelancing. Et après, les gens vont se demander, mais non, pourquoi en fait? Il y a pas besoin de pourquoi il y aurait besoin de travailler? C'est pas une question qu'on se pose souvent, mais si tu te la poses, tu te dis c'est bizarre, ouais, c'est vrai, pourquoi on doit travailler? Si des robots et des IA le font très bien, mieux que nous, plus rapidement et avec plus de consistance, le capitalisme ne va plus vouloir travailler avec des humains, beaucoup moins. Et donc, il y en aura peut-être toujours 10% qui vont être dans des jobs plus créatifs, etc., de direction, de management, etc. Mais il y a beaucoup de jobs qui vont disparaître. Et je pense que ça va être la guerre. Ok. Ah, c'est une... Là, c'est une belle image. Mais ouais, c'est en effet, quand tu y réfléchis un petit peu, tu dis que c'est une des fins possibles, entre guillemets, de ce qui peut se passer, parce que le capitalisme a des failles aussi, il y a des avantages, il y a des failles, et ça peut en faire partie, ouais, sur l'automatisation, tout ça. J'avoue que c'est une réflexion que je m'étais pas faite et tu vois, par exemple, hyper intéressante. Cette année, depuis septembre, on a rencontré Antoine, qui a 24 ans, qui est passionné d'une compétence très, très rare et méconnue, qui s'appelle la Robotic Process Automation, qui est un cousin de l'intelligence artificielle, et avec qui on a monté depuis septembre ShinyLazy.com.
Shane Lazy, l'idée c'est de dire on va s'adresser à tous ceux qui ont un persona mental de paresseux brillants, donc les gens qui veulent briller en société et au travail, mais qui ont un peu la flemme. Et je pense que c'est un énorme persona marché. Je pense qu'il y a beaucoup de monde derrière ça. On est encore en train d'itérer, on ne sait pas si on s'adresse que aux employés malheureux, aux freelances, aux entrepreneurs, etc., aux C-level qui voudraient équiper leurs équipes, tu vois. Mais ce qu'on voit, c'est on est en train de créer une sorte de chat GPT, mais à qui tu peux déléguer des to-do et des objectifs, et qui revient, qui a travaillé dans un navigateur web pour toi, et qui revient avec l'objectif fait. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un énorme effet wow. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas comment on fait. Nous, on leur explique pas que, en fait, quand ils chattent avec notre IA, c'est un LLM qui, lui, derrière, est en fait entraîné à créer des robots et à manager des robots. De Robotic Process Automation. Donc, c'est de l'IA, des LLM qui paramètrent de la Robotic Process Automation. Évidemment, on n'est pas encore très pointu sur la tech, ça fait 4 mois qu'on travaille là-dessus, mais ce qu'on voit, c'est que nos clients, en fait, arrivent à déléguer 2, 3, pour certains, 4 heures de travail par jour pour les employés sans que l'employeur le voie, et pour les entrepreneurs sans que leurs employés voient que l'entrepreneur délègue et a beaucoup plus de temps pour des tâches de fond ou créatives. Ça, c'est dingue quand même. Moi, je vois ça. Nous, on va pousser à fond pour que ça soit répandu à l'international. Je pense pas qu'on va être les seuls. Et depuis que j'ai vu ça, depuis que j'ai observé ça, je vois pas comment le monde du travail peut rester tel quel longtemps. La peut-être seule limite, c'est si on atteint un plateau d'innovation technologique parce que l'IA serait trop coûteuse en énergie et qu'on n'arrive pas à régler ce problème, qui est un problème qui est réglable avec la fusion nucléaire, ou que le plateau technologique vienne du fait que, tu vois, là, on est passé de ChatGPT 3 à 4 assez rapidement. Il peut y avoir un plateau. Ils peuvent bloquer sur un truc pendant longtemps. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'innovation. Ok. Après, là, c'était tellement rapide, tellement... Ouais, mais c'est pas parce que c'était rapide là. Non, bien sûr, mais en fait, même si c'est dans 10 ans, potentiellement, que ça va mettre peut-être du temps d'avoir d'autres innovations. Ouais, mais les plateaux, ils peuvent durer très longtemps. Ok. Donc ça, tu vois, ma prédiction, c'est pas que j'ai à 100 ans, je m'avance pas trop, mais... ça peut durer un moment pour toi. En fait, tu vois, là, il y a ChatGPT 5 qui va sortir, qui est l'un des modèles... C'est annoncé pour quand ? Ils l'ont pas annoncé, mais je pense que ça va sortir là. Ok. On peut rester à ChatGPT 5 très longtemps, en fait. Okay. C'est pas dit que le 6 va arriver aussi vite. Okay. Et tu penses pas que l'intelligence artificielle a des failles, peut faire des erreurs aussi tu vois, dans l'automatisation, comme tu disais, en fait, finalement, un salarié, il met tout en automatisation, mais le résultat obtenu, c'est pas ce qu'il aurait fait lui-même. Est-ce qu'il peut pas y avoir des petites contraintes comme ça où on se dit... Tout autant que les humains font des erreurs. Ou du mauvais travail. Et en fait, alors, c'est pour ça que je dis bien 10% vont rester dans le capitalisme, à travailler, etc. Mais pour manager les robots, piloter les robots, optimiser les robots, etc. Mais si tu regarde, prends une école de commerce. À part les HEC qui vont avoir des postes de direction, la majorité des écoles de commerce, c'est des écoles de moyenne ou bas de gamme. T'atteins pas des niveaux de direction élevés avec ces postes-là. Parce que c'est pas comme ça qu'est designé l'économie et le capitalisme. Et donc, tous ces gens-là, moi, je leur conseille d'être entrepreneurs et d'essayer de se trouver une indépendance ou même bifurquer vers artiste ou quoi que ce soit, parce que c'est... En tout cas, les jobs qu'on leur faisait faire, qui étaient principalement cleaner des spreadsheets, tu vois, etc., tout ça va être automatisé, c'est obligé. Ok, ça marche. Et quid d'une panne informatique ? Une grande panne informatique ? Ouais. Tu penses pas que ce soit le prochain truc tu vois, on a vécu une crise sanitaire, on a vécu des guerres, on a vécu des trucs un peu plus compliqués. Ça arriverait comment, selon toi ? Une grosse panne informatique qui tu vois, Google fonctionne plus, par exemple, Internet ne fonctionne plus, et même s'il y a des routeurs un peu partout, etc., un truc où ça ne fonctionne plus, tu vois, je sais pas s'il y a une faille dans le système, en tout cas on la connaît pas et on le saura pas, mais non, je me pose des questions des fois de me dire, ce serait déjà arrivé. Est-ce que s'il y a une énorme panne informatique ou même une panne bancaire, mais ça, la guerre nucléaire, oui, ça peut rebattre les cartes du monde, effectivement. Ouais. Mais là, une panne informatique pour toi, tu crois pas ? Si Google s'arrête, franchement, il y a une armée de développeurs qui va créer des Google autres où les concurrents vont prendre la place. Ouais. Et l'humain s'adapte très vite. Un changement d'usage, quand tu as le choix, il est lent. Mais quand t'as pas le choix, ton usage il change très très vite. Moi, ce que j'ai observé. C'est clair. Ouais. Dans ces cas-là, ok. Bon, mais écoute, c'est une belle réflexion un peu plus philosophique sur la fin. Écoute, on arrive sur la fin du podcast du coup. J'ai 2 questions pour clôturer le podcast. La première, c'est, t'en as donné plein, mais est-ce que tu aurais un conseil qui toi t'a impacté dans ta vie entrepreneuriale que tu pourrais donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui ? Ta communauté est plutôt jeune qui nous écoute ? Plutôt jeune, ouais. Elle me ressemble entre guillemets dans le persona, donc entre 20 et 30 ans. Ouais.
L'erreur principale que je vois, qui est très dommage que font les jeunes entrepreneurs, à cause des réseaux, ils ont de plus en plus la caractéristique de chasser des objets brillants. Et donc, hier, c'était les NFT, aujourd'hui, c'est l'IA, demain, ce sera autre chose, avant, c'était la crypto. Et en fait, il y a trop de jeunes qui rentrent dans l'entrepreneuriat, et ils appellent ça d'ailleurs le business, et qui, sans trop réfléchir, vont faire un business, mais sans comprendre pareil. Ils font un peu la même erreur que beaucoup d'employés, sans trouver de sens avec leur histoire, leur zone de génie, leurs qualités, leurs compétences et leurs défauts. Parce que y a des défauts où, dans certains métiers, c'est des qualités. Et moi, je leur dirais de s'amuser. Chercher à faire... ne pas viser l'argent. L'argent viendra si tu es passionné, intense et que tu t'amuses. Il viendra en beaucoup plus grande quantité. Donc, cherchez à faire quelque chose qui vous passionne et qui vous amuse. Si votre target, c'est je veux faire du business, je fais de l'argent, il y a quelque chose que vous avez raté dans la compréhension du jeu auquel vous jouez. Ok, génial, super. Merci pour ce conseil. Merci, Maxime. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi pour discuter de The Quest ou des sujets dont on a parlé dans le podcast? Mon mail, blondie avec un y, @jointhequest.co. Sur notre site, sinon jointhequest.co, sur LinkedIn Maxime Blondel et sur Instagram pour ceux qui veulent, j'aime bien, moi c'est @blondie les bons tuyaux. Les bons tuyaux, Voilà. super, nickel. Merci Maxime. Salut, merci. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.